It's Barbarian, John Wick 4 et bientôt Nosferatu, on aime tous plus ou moins Bill Skarsgård et il faut dire qu'il nous le rend plutôt bien. Donc forcément, pour pouvoir relancer un mythe tout entier à travers le remake d'un film culte des années 90 comme The Crow, il nous fallait au moins un acteur comme ça. Mais alors, est-ce que 30 ans après la mort de Brandon Lee, la passation de flambeau se fait avec brio aujourd'hui ou bien au contraire faut-il se contenter de l'original? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. The Crow, comme vous l'aurez compris, c'est une nouvelle adaptation de la BD iconique de James Barr du même nom. Et dans celle-ci, vous allez suivre un nouvel Eric Draven, pas exactement le même que vous connaissez déjà. Car si en effet le film original commençait directement sur la mort de ce dernier, lui et sa femme n'ayant pas eu le temps de se marier, ici c'est un tout autre chemin qui est choisi par les scénaristes, à savoir un chemin bien plus long et qui tente de leur offrir un passé avant ces sinistres événements. On se retrouvera donc ici dans une nouvelle adaptation se déroulant de nos jours et lors de laquelle Eric se trouve dans un centre de désintox en tombant peu à peu sous le charme de Shelly, une autre junkie qui elle aussi se retrouve enfermée avec lui. Mais vous le verrez assez vite ici, elle est poursuivie par quelque chose et surtout par quelqu'un en particulier qui cherche son silence. Et c'est en réussissant finalement à le provoquer en les supprimant tous les deux que le film va réellement commencer approximativement ici vers sa moitié. Et donc si vous connaissez le film original, vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'Eric va se voir offrir ici la chance de sa vie, à savoir de revenir à la vie pour se venger de ceux et celles qui les ont tués, en échange de quoi ils pourraient potentiellement échanger leur vie contre les leurs. Alors oui, je sais, qui dit réadaptation dit forcément des choix différents, et c'est déjà là que se démarque ce The Crow en 2024, car là où le premier nous offrait simplement un film de vengeance, ici Rupert Sanders change drastiquement de ton en voulant nous offrir un film plus mystique et plus dans le style d'un Constantine avec un pacte avec le diable à la clé. Alors oui, je vous préviens tout de suite, je ne connais peut-être pas le comics de base pour pouvoir m'y référer, mais comme je connais le film culte de 94, c'est forcément lui qui va servir de maître étalon ici pour les comparer. Et malheureusement pour nous, je vais pas le cacher plus longtemps que ça, mais c'est mauvais. Alors non pas que je vais vous dire qu'on pouvait s'y attendre avec un nouveau remake hollywoodien, mais je dois vous avouer qu'étant plutôt fan des projets de Bill Skarsgård, honnêtement je lui faisais un petit peu confiance sur ce dernier. Et honnêtement, même si au départ ça m'a fait bizarre de voir que cette nouvelle adaptation s'éloignait autant de l'original, bah je me disais que c'était peut-être pour mieux construire sa propre identité et surtout nous offrir un réel background à son personnage. Mais la vérité ici, c'est que c'est la même chose qu'en 94, parce qu'au final, qu'on leur construise ou non un véritable héritage et une identité, derrière on s'en fout. Et ça, la première adaptation l'avait compris, parce que non, nous montrer 45 minutes de leur relation à Eric et à Shelly, ça ne va pas forcément plus nous impacter derrière sur son histoire de vengeance. Et les différentes adaptations de Batman nous l'ont d'ailleurs montré dans le temps. Une simple scène de tuerie sans merci et sans pitié, totalement injuste dans une ruelle sombre, ça a beaucoup plus d'impact sur ton scénario et surtout sur ton personnage principal pour justifier ses actes. Et malheureusement, c'est pas notre cas ici, puisque vous l'aurez compris, ça traîne en longueur et ça commence réellement à peine au bout de 45 minutes. Et déjà là, je pense que ça va pas et qu'ils se sont tirés une gigaballe dans le pied avec ça. Mais bon, soit ils ont décidé d'allonger un petit peu le film, de le rendre un petit peu plus long et surtout de le différencier d'un remake plan par plan, et en soi, je ne peux que féliciter cette prise d'initiative. Moi qui me plains toujours que les remakes ont aucun sens ni même aucune réelle volonté, mis à part l'argent. Et en soi d'ailleurs, pour l'avoir maté il y a pas si longtemps que ça, on peut dire que The Crow a plutôt mal vieilli, autant visuellement que dans ses cascades, ses phases d'action, mais aussi pour ses effets spéciaux. Donc pour une fois, je pouvais un peu comprendre le besoin de le rafraîchir et de le faire découvrir cette histoire d'amour, de vengeance et de fantaisie à un public plus jeune et qui n'a peut-être jamais entendu parler de ce film oublié dans les années 90. Moi-même d'ailleurs, il y a quelques années, mis à part pour l'avoir vu dans quelques tops sur YouTube sur les films sortis après le décès d'un acteur célèbre sur leur tournage, je ne connaissais absolument pas. Et pourtant, ça m'a pas empêché de le découvrir et de m'y attacher par la suite. Mais là, justement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce remake de 2024. Et outre le fait que le film parte avec un majeur handicap en commençant à sa moitié, et que ni Bill Skarsgård ni même Tanya dans le rôle de Shelly ne marquent les esprits ici, il s'agit de quelque chose d'essentiel qui, je pense, a été injustement oublié ici, et que je me demande même comment c'est possible vu qu'il s'agit d'une des principales qualités du premier, à savoir sa direction artistique qui est totalement inexistante. Et je vous jure, c'est la chose la plus aberrante qui manque à ce The Crow de 2024. La seule chose que je l'ai pensé au moins capable de réussir
ici. Ils auraient pu s'inspirer de Max Payne, de Sin City ou même de The Batman pour son atmosphère et pour sa ville, et pourtant il ne fait aucunement de tout ça. Non, ici, mis à part les méchants comme on les appellera, la ville tout entière n'a aucun rôle à jouer, alors que pour autant dans la version originale, elle grouillait de détraqués, de tueurs en série et de fous, et elle s'apparentait plus ou moins à une version réimaginée de Gotham. Et ça, je trouve ça bien dommage de l'avoir oublié ici, parce que au final, on perd sérieusement de son côté néo-noir et gothique qui faisait tout le sel du premier film. Enfin, je veux dire, même avec des effets spéciaux qui ont mal vieilli et qui ont plus de 30 ans d'âge, se balader dans les rues de cette ville foutait les frissons et on se sentait jamais réellement serein, que ce soit aux côtés de Brandon Lee, tout comme dans les pas du policier qui l'aidait tout au long de son histoire. Alors que là, en 2024, la ville et son atmosphère ont complètement disparu du film et son intrigue pourrait se dérouler en plein sous le soleil de Cancun, que ce serait quasiment la même chose. Alors oui, forcément je grossis le trait ici, mais c'est ce qui en ressort le plus. Et c'est d'ailleurs ça que je lui reproche principalement aujourd'hui, c'est qu'il ne sait tout simplement pas ce qu'il essaie d'être, en alternant parfois entre fantasy, parfois horreur et même histoire d'amour, mais sans jamais exceller dans l'un des trois, ni même en ne faisant que les effleurer du bout des doigts. Et c'est d'autant plus affligeant pour moi quand on voit son générique de début qui est si particulier et qui m'avait fait penser à cette scène sur la jaquette de The Evil Within 2. Un mélange d'horreur, de gore et de fantômes que je m'attendais voir à prendre une place prépondérante dans le récit, mais qui en réalité n'apparaîtront jamais que dans le troisième et dernier acte du film. Parce que oui, ça aussi c'est une dinguerie quand on y pense, mais oui, ce The Show ne devient réellement The Show que dans les 30 dernières minutes du film. Une sorte de Deus Ex pour sauver de la daubasse absolue. Mais bon, franchement, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres critiques, c'est pareil côté série, si tu me sors 8 épisodes archi mauvais et 2 épisodes passablement bons, c'est pas pour autant que ta série vaut le coup et qu'elle se démarque réellement. Alors qu'à l'inverse, tu me sors un film incroyablement bon tout au long, mais qui rate sa sortie avec son final, peut-être que je serais plus indulgent, ok, frustré, mais au moins j'aurais pas eu l'impression de perdre tout mon temps devant. Et malheureusement, quand on compare celui-ci à l'original, la question, elle est vite répondue. Non, ce The Show ne valait pas la peine de se déplacer au cinéma pour être vu, quand à côté, dans un bac d'occasion, vous pouvez largement trouver l'original pour moins de 5 €. Et malheureusement, j'aurais adoré vous le conseiller s'il était réellement bon, mais pour seulement 25 bonnes minutes de film, dont une seule scène mémorable à mes yeux, à savoir celle du pacte, ceux qui l'auront vu reconnaîtront, je trouve que ça fait mal au cul. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle adaptation? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aimé? Et surtout, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aimé en ayant vu le film original? Auquel cas, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais bien le savoir. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous l'aurez trouvé utile. Si oui ou non vous deviez aller voir le film au cinéma, si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.